ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Alors petit rappel, comme on est encore en début, le premier dimanche du mois ce sera un homme historique, le deuxième du mois ce sera une femme historique, le troisième dimanche du mois ce sera un personnage mythologique masculin, le quatrième dimanche du mois ce sera un personnage mythologique féminin, le cinquième dimanche du mois ce sera un personnage historique, ésotérique, féminin ou masculin. Aujourd'hui, nous allons terminer le premier thème de la saison, à savoir l'éminence grise, et nous sommes des chanceux car nous avons déjà un cinquième dimanche, alors nous allons parler d'un personnage historique ésotérique, qui s'agit, à votre avis, de... C'est un peu compliqué comme question, alors je vais vous le dire, Marcel Forget. Alors, Forget, ça s'écrit F-O-R-G-E-T. Avant d'aller plus loin et de vous donner plus de détails concernant Marcel, je tenais à vous dire que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet ou cours. Mais qui est ce Marcel Forget? Alors certains l'auront peut-être reconnu, d'autres pas. Pour le moment, je vais maintenir le suspense avant de vous dévoiler sous quel nom on le connaît mieux. Et je vais commencer par vous dire que notre ami Marcel est né dans une famille bourgeoise en 1924. 1924 était une année bissextile, peut-être ça vous donnera un petit élément pour savoir qui est ce Marcel. Il disait qu'il a eu une enfance normale, alors en ce temps-là, on ne s'épanchait pas comme aujourd'hui. Normal voulait simplement dire heureuse. Il alla à l'école, puis au collège, se passionna pour l'histoire, pour l'art et l'antiquité. Son papa le voyait déjà antiquaire. Il deviendra négociant d'art pour commencer, et c'est là qu'il fit la découverte qui allait changer, mais alors radicalement toute sa vie. Il découvrit un livre. Rien de très ordinaire, de très extraordinaire, me direz-vous, pour un antiquaire ou un négociant d'art de découvrir un livre. Mais c'était pas n'importe quel livre, c'était l'essai de la chiromancie moderne de Jean Vignerouge. Il dévora littéralement ce livre et il découvrit sa véritable vocation. Mais il fallait encore l'avouer à ses parents, ce qui n'était pas une mince affaire en ce temps-là. Mais il se dit que ce sera pour plus tard, car il n'osa pas l'avouer à papa. Il pensait et disait « Je l'aime trop pour être un fils contestataire. Papa veut que je sois antiquaire, alors je serai antiquaire. » C'est vraiment le marqueur d'une époque révolue. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants qui penseraient ça en leur fort intérieur pour épargner leurs parents. Alors il commença, il loua un fonds de commerce et il devient antiquaire. Mais cela ne le passionna pas du tout. Il se dit en revanche que sa mère pouvait s'en douter. De santé fragile, il fut hospitalisé dans un sanatorium des Alpes. Suite à son hospitalisation, il découvrit qu'il avait également des dons de prémonition. À ce moment-là, il eut sa première prémonition, mais alors quelque chose de formidable. Malgré son état de santé, il était quand même assez gravement malade, car il ne pouvait pas sortir de son lit. Alors forcément, il ne connaissait pas les autres pensionnaires de ce sanatorium. Et pourtant, à un moment donné, il eut une forte douleur dans le ventre. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive là? Jusqu'au moment où il se rend compte que c'était pas ses douleurs à lui. Et il appela l'infirmière pour lui signaler qu'un autre patient avait besoin d'elle. Par la suite, il apprendra que ce patient qu'il ne connaissait pas du tout, souffrait d'une occlusion intestinale
et que sans son intervention, il serait mort. Quand même extraordinaire, hein, comme première prémonition, hein. Et une fois rétabli, il rentra chez lui, continua à se former à d'autres arts divinatoires, notamment à l'astrologie, à la numérologie, au tarot. Il continua à avoir de nombreuses prémonitions, alors quelque part, ça le déstabilisa, mais en même temps, paradoxalement, ça le renforça également, hein. Marcel, une fois entièrement rétabli, voyagea dans différents pays, et à son retour de l'un de ses voyages, il reçoit une prémonition concernant son papa. Il prit le premier train pour se rendre chez ses parents sans les prévenir. Oh, scandale, en ce temps-là, ça ne se faisait pas, hein. Aller voir ses parents sans les prévenir, c'était impensable. Mais c'était plus fort que lui, avec cette prémonition, fallait qu'il y aille. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de Paris, il était de plus en plus mal. Sa mère ne fut pas surprise de le voir en ouvrant la porte et elle lui dit simplement « Il est très mal ». Alors là, c'est moi qui vais parler. Je me demande si sa maman n'avait peut-être pas aussi des prémonitions, si elle n'avait pas un don en elle qu'elle n'a peut-être pas osé avouer, je ne sais pas. On va peut-être refermer cette parenthèse, c'est juste mon impression. Et vous dire que Marcel se rendit au chevet de son papa et il resta avec lui jusqu'à ses derniers moments. Après sa mort, il reprit sa vie et son métier d'antiquaire et il écuma les salles de vente sans que pouvoir franchir le cap. Il continua sa vie. Jusqu'en 1954. 1954, année de tous les changements pour lui, il s'installa 45 rue de Fontaine à Paris. Il fit installer les téléphones, embaucha une secrétaire par la suite et sur le mur, sur la façade de cet immeuble, il installa une petite plaque noire où il était simplement écrit dessus Béline voyant. Maintenant il n'y a plus de suspense, je pense que vous savez tous de qui je parle. Alors tous les jours à heure fixe il se rendit à son bureau, tous les soirs il reparta, il reprit le chemin de sa maison, il repart sans que personne ne vienne. Jusqu'au 17e jour, une femme franchit la porte et vient le consulter. Et apparemment, cela a porté ses fruits. Le bouche à oreille a fait son chemin. Et il vit que des consultations plus régulières. Et elles commencèrent à augmenter. Mais, elles n'étaient pas encore assez nombreuses pour se faire connaître un peu plus. Il fit pour commencer des prédictions sportives. Et en fin d'année... il fit des prédictions pour l'année à venir dans les journaux, alors sur les personnalités de son temps. Et en fin de compte, elle se révélait fortement juste, et dès qu'il y avait un match important à jouer, son téléphone n'arrêtait pas de sonner pour lui demander qui c'est qui allait gagner. Il a également participé à une émission de Jacques Chancel. Les plus anciens d'entre nous se souviendront de Jacques. Jacques a commencé comme animateur radio, il était journaliste, écrivain, il fit également des émissions de télé, et à partir de là, Béline était connu dans toute la France, et toute la France voulait venir le consulter. Certaines personnes prenaient même le train pour la première fois de leur vie pour rencontrer Béline. C'était vraiment l'homme incontournable. Il avait également une grande correspondance épiscopale parce que certaines personnes, pour différentes raisons, ne pouvaient pas se déplacer. Et il eut une notoriété qui ne le quitta plus à partir de là. Et un jour, alors là je vais vous parler d'une des personnes qui vient le rencontrer dans son bureau là de la rue Fontaine, une petite dame
que l'histoire n'a pas retenu son nom, vient le consulter. Elle était des plus ordinaires, hein, une vie monotone, régulière, placide, sans événements marquants. Marcel s'excusa de ne rien pouvoir lui révéler, et sa cliente en fut fort surprise, et qu'il parla avec une si grande sincérité, parce que les autres, voyant qu'elle avait vu jusque-là, lui promettaient monts et merveilles, une vie de faste, etc., qui ne collait pas du tout avec cette dame. Et Béline lui parla un bon moment, ils discutèrent, ils échangèrent ensemble, et au fur et à mesure de leur conversation, il vit que le visage de cette dame s'illumina. À la fin, elle dit à Béline qu'elle voulait en faire son héritier. Elle lui dit ces mots-là, je suis ni pauvre ni riche, mais j'ai un trésor. Elle lui explique qu'elle a des papiers qui ont plus d'1 siècle, et elle lui donna rendez-vous chez elle pour les récupérer. Béline, consciemment, inconsciemment, on ne sait pas trop, oublia. Le temps passa, et il n'est pas allé chez cette dame. Un jour, le téléphone sonna. C'était cette fameuse dame qui lui dit « Monsieur Béline, je pensais que vous alliez venir chez moi, j'ai toujours mes papiers, mais apparemment vous n'êtes pas venu, alors je suis prête à tous les brûler. » Et Béline dit « Bon, écoutez, madame, je viendrai vous voir demain matin, à 10h. » Pour se faire pardonner, Béline prit une bague avec lui qu'il tenait d'une de ses parentes. En fait, c'était pour se faire pardonner et puis la remercier en même temps de sa confiance, hein, et de son insistance. Et il l'offrit à la dame. La dame lui montra une table où il découvrit des documents qui étaient posés là. Béline s'approcha, commença à feuilleter, et vu la quantité, il dut s'asseoir parce que ça allait prendre du temps. Et en fin de compte, les documents sur cette table étaient écrits de la main du célèbre Edmond. Alors je ne sais pas si vous savez qui c'est cet Edmond, mais Edmond était un disciple de Mademoiselle Lenormand, la fameuse cartomancienne personnelle de l'impératrice Joséphine, et lui-même l'un des plus grands voyants du XIXe siècle. Béline était stupéfait, il n'en croyait pas ses yeux. Il continue à parcourir les documents et il découvrit que le fameux Edmond commença à exercer sa profession au 30 rue Fontaine, juste à quelques pas de sa porte, à quelques pas de chez lui. Puis il continua, il explora tous ses papiers, et là, il fit une découverte extraordinaire. 2 jeux de cartes de toute beauté, ils étaient sublimes, dessinés par Edmond lui-même. L'un de ces jeux aurait même servi à prédire l'avenir de Napoléon III et l'autre à celui de Victor Hugo en personne. Au moment où il toucha les jeux, il ressentit une brûlure à la main et il se dit en son fort intérieur que le courant passe entre lui et les cartes et il en conclut qu'il était l'héritier d'Edmond. Il garda longtemps ces jeux chez lui, bien précieusement. Il s'en servait occasionnellement lors de consultations pour les cas les plus épineux. Un collectionneur, un jour, lui proposa de les acheter une véritable petite fortune. Béline refusa toujours. Il a dit, c'est un héritage spirituel, on ne peut pas le vendre. Après de longues réflexions, hésitations, l'âge avançant, il consentit quand même à le faire reproduire, car il avait peur qu'un exemplaire unique soit perdu, volé, brûlé dans un incendie, ou que sais-je d'autre. Il ne voulait pas être, en fin de compte, le dernier héritier. Et c'est grâce à cette dame et à Béline
qu'on a pu encore trouver de nos jours le fameux oracle de Béline et le tarot de Béline qui est moins connu, qui sont en réalité l'oracle d'Edmond et le tarot d'Edmond, disciple de Mademoiselle Lenormand. Béline décéda en 2001. Sa réputation était faite, il était le prince des voyants pour tout le monde. Il sera enterré auprès de son fils, Michel, décédé prématurément en 1959 d'un accident, et de sa femme. De ce que j'ai pu voir sur internet, sa tombe serait à l'abandon, mais certaines personnes se rendent quand même sur sa tombe pour lui rendre un hommage et faire un vœu. Il restera à jamais le plus grand des voyants du XXe siècle, mais également un homme de cœur, un véritable humanisme. Un homme bon, généreux. J'espère que ce deuxième rendez-vous vous aura convenu et que vous avez apprécié découvrir qui était Béline, mais c'est vraiment une partie infime de qui il était en réalité. Si vous voulez plus de renseignements le concernant, je vous invite à lire ce livre fabuleux qu'un ami m'a offert très généreusement et dont je leur remercie une fois de plus. Le livre s'appelle « Un voyant à la recherche du temps futur » de Béline aux éditions J'ai lu, l'aventure mystérieuse. Alors malheureusement ce livre n'est plus édité, mais si vous tombez dessus dans une vente de livres occasion par exemple et que vous voulez apprendre d'autres choses sur Béline, n'hésitez pas à acheter-le. Mais comme ce livre n'est plus édité, et peut-être que la recherche va être longue pour le trouver, je vous conseille également d'aller sur YouTube. Il y a un documentaire intéressant concernant notre ami Béline, et puis vous pourrez voir même une photo de lui, à quoi il ressemblait. Alors si vous allez sur YouTube et vous tapez Béline, le prince des voyants, vous pourrez tomber sur ce documentaire, et si vous avez un peu de mal, si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez me le demander par mail ou à Alina. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera autour d'un personnage historique masculin avec un nouveau thème. Sur Radio Antasia, chaque dimanche matin, entre 9h et midi, découvrez la chanson préférée des enchanteurs. Votez pour votre titre préféré. Et si elle fait partie du top 3, elle sera diffusée le dimanche suivant dans le Réveil des enchanteurs. À vos clics les amis!